Bonjour à tous. Merci à ceux qui ont pu venir et merci à ceux qui sont connectés en ligne pour suivre cette soutenance. Je vais vous présenter les travaux de recherche que j'ai effectués ces 3 dernières années avec pour sujet accès aux ressources de test I3E 1687 dans le contexte des objets connectés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de tests. Quand on achète des composants électroniques, téléphones, des ordinateurs, etc., en général, ils fonctionnent. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on les teste. On teste chacun des circuits et on teste chacun des composants et des connexions à l'intérieur de ces circuits. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'improviste. Donc sur ce schéma, on voit un circuit conditionnel, un circuit dont les accès pour les tests sont assez faciles, parce qu'on a directement les entrées et les sorties. Mais si on rajoute du séquentiel, donc des éléments mémorisants, on va avoir des difficultés supplémentaires, parce qu'il va falloir, en plus, être capable de lire et d'écrire dans son mémoire interne. Pour résoudre ceci, on a implémenté des chaînes de scan qui permettent d'accéder en série aux éléments mémorisants à l'intérieur du circuit RDC. Et donc, au final, on se retrouve avec la même complexité que pour tester un circuit combinatoire. Cela dit, cette chaîne de scan, en configuration full scan, elle passe par tous les éléments mémorisants d'un circuit. Donc, ce qui peut atteindre une longueur jusqu'à une dizaine, voire une centaine de milliers de registres en série. Et ça peut poser des problèmes lorsqu'on va faire des tests partiels, donc sur une sous-partie du circuit. On va devoir quand même composer avec l'intégralité de la chaîne de scan qui va influencer les temps de test. Pour remédier à ça, entre autres, a été introduit le standard 1687 qui va introduire plusieurs éléments, dont le SID, qui va ici, pour Segment Insertion Bit, et qui est en quelque sorte un multiplexeur autocontrôlé. Donc, ceci peut être placé sur le circuit de manière stratégique pour pouvoir accéder ou non à une sous-partie de la chaîne de scan. Donc là, on a un exemple très simple avec une topographie à un niveau, mais on peut imaginer toutes sortes d'architectures. Cette technologie permet d'accéder facilement en lecture, en écriture, à tous les éléments du circuit, ce qui va poser une menace au niveau de la sécurité, car certaines personnes mal intentionnées peuvent s'en servir pour perpétrer des attaques sur le circuit, pour récupérer des données, pour faire de la modification de logiciels illégale sur la puce, pour faire de la rétro-ingénierie en étudiant le comportement du système, et ça peut aller jusqu'au clonage complet du circuit. Cela dit, dans la littérature, il a été inventé certaines techniques pour se protéger de ce souci. Ça peut aller jusqu'à de la destruction de chaîne partielle, du moins de son accès, ce qui va pas empêcher toutes les attaques dessus. On peut avoir de la compression de données, c'est une technique qui est plus utilisée normalement pour accélérer les temps de test, mais ça a aussi des vertus au niveau de la sécurité. Ou alors des éléments qui vont tester automatiquement des sous-parties du programme. Ces protections peuvent fonctionner, mais elles ont un inconvénient, c'est qu'elles empêchent l'utilisation de la chaîne de scan pour d'autres utilisations que les tests. Ça peut être le débugage avancé, ça peut être la mise à jour, cette fois-ci légale des logiciels qu'il peut y avoir sur la puce. Et donc, il va falloir trouver d'autres techniques qui maintiennent l'intégralité des fonctionnalités. Et donc, c'est l'objet de cette soutenance, de ce travail de recherche. Donc pour le déroulé de la soutenance, on va commencer par un état de l'art restreint au niveau des objectifs faits dans la thèse. Et ensuite, on va parler du développement de notre solution, qui s'appelle STAC. Et ensuite, de quelques évolutions et adaptations à différentes problématiques de ce système. Et enfin, on conclura. Donc, avant d'attaquer l'état de l'art, on va donner des objectifs qu'on va atteindre. Donc, ces objectifs, c'est d'avoir un accès authentifié, donc une connexion entre l'utilisateur et le circuit, un accès personnalisé pour chaque utilisateur, qu'on puisse attribuer à des utilisateurs certaines sous-parties ou pas d'autres. Des clés qui seront utilisées devront être reconfigurables pour que l'attaque sur un circuit, si elle réussit, n'impacte pas tous les autres, qu'on puisse faire évoluer les clés s'il y a un besoin. Et tout ça en essayant de maintenir un temps de test faible et un coût d'implémentation qui ne soit pas trop élevé. La première solution qu'on va voir,
s'appelle LSIB pour Locking SIB, cible à verrouillage. C'est une modification du SIB standard qu'on voit ici. Donc, dans le SIB standard, on voit le multiplexeur à gauche, un registre à décalage S et un autre registre U qui représente l'état du SIB, c'est-à-dire est-ce qu'on inclut le sous-segment à la chaîne de Scal ou non. Et ce registre U peut évoluer grâce à l'application d'un signal update. Dans le LSIB, on va rajouter une autre combinaison booléenne une autre condition booléenne pour pouvoir faire cette update, qui sera tout simplement la clé du LSIB. Et ces signes clés proviendront de cellules clés qui seront réparties et distribuées dans la chaîne pour pouvoir rendre plus difficile l'attaque sur ces LSIB. Donc cette solution a l'avantage d'offrir un accès personnalisé. On met la clé qu'on veut dans le LSIB et on la distribue aux utilisateurs qu'on veut. Par contre, elle va être vulnérable aux attaques par rejeu, parce que l'utilisateur envoie les clés en clair. Donc, si les clés sont interceptées, il va être très facile d'accéder au LSIB. Par contre, on va avoir des clés non modifiables, parce que la condition booléenne est pareille dans le CISM. Une autre solution qu'on peut utiliser, s'appelle FGA, pour Fine Grained Access, va aussi partir d'une version modifiée du SIB. Cette fois-ci, on ajoute une seconde chaîne de scan, dite sécurisée, qui va être utilisée pour propager les autorisations d'ouverture dans les sites sécurisés. Et cette chaîne de scan sécurisée va relier un à un tous les sites sécurisés du circuit et sera contrôlée en tête par un contrôleur. Pour que ce contrôleur fonctionne, il a besoin de certains éléments, dont une interface pour communiquer avec l'utilisateur, un TRNG pour générer le défi aléatoire du protocole de connexion, un hasher et une mémoire de clé qui va contenir une clé par site sécurisé. Si on regarde le protocole de cette solution, donc l'initiative a été à l'utilisateur qui va lancer le protocole en ouvrant le script qui permet d'accéder à l'interface. À ce moment-là, le contrôleur va générer aléatoirement un défi. L'utilisateur et le contrôleur vont échanger configuration défi. Et à ce moment-là, utilisateur et contrôleur vont résoudre ce défi chacun de leur côté, en faisant un hachage du défi successivement avec les clés des instruments auxquels l'utilisateur veut accéder. Enfin, l'utilisateur renvoie sa réponse. Si les deux réponses sont identiques, l'accès est approuvé. Donc, à partir de ces deux exemples, on va essayer de développer notre solution. Mais avant ça, on va faire un petit bilan revenant encore sur les objectifs pour faire une conclusion par rapport aux éléments de l'état de l'art. Donc, seul le FGA est capable de faire un accès authentifié en utilisant un protocole de connexion. Par contre, les deux solutions offrent un accès personnalisé. Malheureusement, dans l'état où ils sont publiés, aucune des solutions offre des clés reconfigurables. Le LSIB, on a vu pourquoi, et le FGA parce que les clés de ces instruments sont stockées dans une mémoire ROM non modifiable. Et enfin, ce qu'on peut dire au niveau des vitesses de connexion et des surcoûts, c'est que les deux solutions seront performantes pour des petits circuits. Par petit circuit, il faut entendre des circuits où il y a un petit nombre de cibles sécurisées, LSIB. Et au niveau des surcoûts, on va avoir le LSIB qui sera plus compétitif pour les petits circuits et le FGA plus compétitif pour les grands. Donc, si on voit ce petit bilan, c'est-à-dire que pour développer une solution, il vaudra mieux partir d'une approche qui ressemble au FGA. Et la première contrainte à réaliser, c'est les clés reconfigurables. Pour ça, il suffit de remplacer la mémoire RAM par une mémoire modifiable. Et ainsi, on pourra modifier les clés. Cependant, cette mémoire va être plus chère et donc va avoir un impact sur les coûts d'implémentation. Autre chose qu'on veut vouloir améliorer, c'est la vitesse de connexion. Et pour ça, on a choisi ici des clés de configuration. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une clé par instrument, on va avoir une clé par configuration possible d'instrument. Ce qui représente beaucoup plus de clés, va aussi avoir un impact sur la taille de la mémoire. Pour régler ce problème de mémoire, au lieu de stocker toutes les clés en mémoire, on va les générer procéduralement à partir d'une seule clé qui sera stockée en mémoire. Donc, dans les slides qui suivent, on va commencer par s'intéresser à ces deux éléments. Et donc, avant de parler de la clé de configuration, on va parler de la configuration. Donc, dans cet exemple, on veut accéder
à ces 4 cibles sécurisées par ces 4, on va rentrer dans l'ordre de la chaîne de scan la configuration suivante, 1, 0, 1, 1, et le reste sera mis à 0. On peut aussi ajouter au début de la configuration un numéro d'utilisateur ou de groupe d'utilisateurs pour pouvoir les différencier. Et donc là, on a notre configuration. À partir de cette configuration, pour avoir la clé de configuration, on va faire un chiffrement de la configuration par la clé de circuit unique, qui est stockée en mémoire. Et c'est cette configuration chiffrée qui sera notre clé de configuration. L'ensemble configuration plus clé de configuration va former des identifiants qui pourront être distribués aux différents utilisateurs. Un des avantages de cette génération, c'est qu'on va pouvoir, de cette génération procédurale, c'est qu'on va pouvoir réutiliser le chiffreur pour effectuer la résolution du défi. Donc maintenant, si on se penche sur notre protocole, donc le début est toujours le même, c'est l'utilisateur qui enclenche le protocole en ouvrant le cible. Le contrôleur va alors générer le défi, comme tout à l'heure. L'utilisateur et le contrôleur vont échanger le défi et configuration. C'est à partir de là que ça change, puisque le contrôleur va devoir générer la clé de configuration, puis enfin résoudre le défi. Du côté de l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple parce que la clé est déjà présente dans l'identifiant. Donc, il y aura juste à résoudre le défi. Donc, ensuite, la réponse sera envoyée et si c'est la même, les cibles sécurisées seront déverrouillées. Pour vérifier que notre système fonctionne, on a créé un démonstrateur sur un FPGA. Ici, il s'agit d'un réseau de tests reconfigurables dont certaines parties sont protégées par notre solution. Tout ça piloté par un processeur hardcore intégré au FPGA qui peut communiquer avec un PC de contrôle. Ce qu'on remarque dans le schéma, c'est qu'on a marqué cryptoprocesseur au lieu d'en choisir un en particulier, parce qu'on a une volonté de pouvoir laisser aux concepteurs de tests le choix du cryptoprocesseur pour pouvoir faire ces compromis entre sécurité, puissance et vitesse. Dans ce cadre-là, on a fait une étude en utilisant un panel de 3 types de cryptoprocesseurs, de chiffreurs par bloc, de hacheurs et de chiffreurs de flux. Et on a fait une étude, dont les résultats sont ici, qui fait apparaître les coûts et la vitesse des cryptoprocesseurs sous forme de débit binaire. Et donc cette étude est assez importante puisque le choix du cryptoprocesseur va avoir des impacts très importants sur les performances finales de la solution. Pour évaluer les performances et les coûts de cette solution, on a mis en place un flot d'évaluation qui est basé sur cette librairie, la librairie Bastion, qui est le résultat d'un projet européen qui fournit des circuits de test stimulants. Donc, c'est fourni pour la plupart au format ICL. Et parmi tous les circuits qu'il y a dedans, on va en présenter un seul. Et donc, pour utiliser ces formats, ces fichiers ICL, on ne peut pas les utiliser directement comme ça. On est obligé de faire un parseur pour, d'une part, les transformer en VHDL. Mais en plus de les transformer en VHDL, on voulait modifier les cibles pour les transformer en cibles configurables, qui sont configurables par un fichier. Et chacun de ces cibles peut être alors modifié soit en cible standard, soit en cible sécurisée, soit en LCIB. Dans le cas du LCIB, on ajoute également à la suite du LCIB directement les cellules clés, dont la longueur et la valeur de la clé peuvent être configurées dans le fichier de configuration. Et enfin, ce fichier VHDL paramétrable peut ensuite être synthétisé par des outils commerciaux pour nous donner les surfaces d'implémentation. D'un autre côté, pour avoir les performances, donc une idée de l'impact sur les plans de test, on crée un format sur mesure de map qui représente une topologie très simple du circuit. Et avec un simulateur, on arrive à voir l'impact des solutions sur le temps de test. Donc maintenant, on regarde ici les résultats de la synthèse pour voir les coûts d'implémentation. Donc là, en ordonnée, on a les coûts d'implémentation en milliers de portes équivalentes.
Et en abscisse, on a le nombre de cibles protégées dans le circuit. Donc, on remarque ici que le LCIB est clairement la moins onéreuse des solutions, mais on remarque même qu'il y a une dépendance au nombre de cibles sécurisées. Alors que les deux autres solutions sont plus chères, quasiment équivalentes, mais ne dépendent pas de ces cibles sécurisées. Après, comme on remarque ici dans la légende, on utilise l'AES, qui est le chiffreur le plus cher de notre étude, aussi le plus rapide, donc qui va augmenter le coût de notre solution. Si maintenant on utilise un chiffreur moins cher comme le Grain, on va voir que les performances les coûts seront bien moins élevés. Et après, ça reste une chose à voir pour les concepteurs en fonction du choix des chiffreurs. Pour évaluer le temps d'accès et l'impact sur le temps de test, on s'est mis dans un scénario où on va essayer de débloquer tous les cycles du circuit et de compter le nombre de cycles d'horloge qu'il faut pour les ouvrir tous. Donc là, on remarque que cette fois-ci, c'est le LCIB qui met le plus de temps pour débloquer tout, avec toujours une forte dépendance au nombre de cycles protégés. Et les deux solutions, LGA et SAC, s'en sortent à peu près aussi bien que SAC, on voit que c'est non dépendant du nombre de cycles à protéger. Donc là, on utilise encore le AES qui est le plus rapide. Maintenant, si on utilise un cryptoprocesseur qui est plus lent, le Grain, on va voir que ça n'a pas d'impact sur notre solution SAC, mais ça va avoir beaucoup d'impact sur le LGA qui, lui, va prendre beaucoup plus de temps en fonction du nombre de cibles protégées. Ce qui veut dire en d'autres termes que notre solution permet de choisir de la cryptographie légère et plus lente sans que c'est ait un impact fort sur le temps de test. Donc maintenant, si on reprend notre tableau d'objectifs qu'on avait au début et qu'on se rajoute une petite colonne pour le SAC, on voit bien qu'on coche tous les objectifs de base. Au niveau du temps de test, on est performant aussi bien sur les petits circuits que sur les gros. Et qu'au niveau du surcoût d'implémentation, on va être plus compétitif quand il y a beaucoup de circuits, de segments à protéger, comparé surtout par rapport au LCIB. Après, ça dépend beaucoup du choix de cryptoprocesseurs. Donc maintenant, on va s'intéresser à une autre problématique. Car il faut savoir que la thèse a été financée par le projet HADES, qui a au niveau de la sécurité deux volets. Donc, le volet gestion d'accès, qui est le cœur de ma thèse, et un autre sujet qui est la confidentialité des données. Donc, comme on voit ici, lorsque l'on teste un circuit électronique sur une carte, il peut y avoir d'autres cartes autour, dont certaines peuvent être malveillantes et espionner les échanges. Même avec notre système de gestion d'accès, si un utilisateur s'authentifie, un agent malveillant pourra être capable de récupérer les données qui sont échangées. Donc, le travail qu'a fait là-dessus un autre doctorant consiste à chiffrer les échanges de vecteurs de test. Donc, pour simplifier grandement, l'utilisateur va chiffrer les vecteurs qu'il envoie et le circuit va les déchiffrer pour les avoir en clair. Et à l'inverse, lors de la lecture des vecteurs, c'est le circuit qui va chiffrer les vecteurs et l'utilisateur qui va les déchiffrer. Ainsi, les vecteurs circulent chiffrés sur la carte. Donc, le résultat qu'on voulait avoir à la fin du projet, c'était un résultat où on pouvait utiliser les deux techniques côte à côte. Le problème qu'on voit ici, c'est qu'on va devoir utiliser deux cryptoprocesseurs qui coûtent cher. Et donc, le travail que j'ai fait pour diminuer ces coûts, ça a été de mutualiser les cryptoprocesseurs d'un côté, mais aussi le protocole de l'autre, pour avoir un seul système qui gère la confidentialité et l'authentification, la gestion d'accès. Pour vérifier que cela marche et évaluer les coûts, on a mis en place un démonstrateur d'authentification et de confidentialité. Et pour évaluer les coûts, on a créé d'autres démonstrateurs sur FPGA, un avec seulement le réseau de test, un avec le chiffrement,
un avec seulement l'authentification et un avec les deux systèmes juste à côté. Et on a relevé, après synthèse, les coûts des ressources FPGA. On va ici. Avec une combinaison entre les différents circuits, on arrive à discriminer quelle partie est du quoi. Et ce qui est important sur le graphique, c'est que si on regarde la première et la dernière colonne, donc seulement l'authentification et la fusion des systèmes, on voit que les valeurs sont identiques ou très peu différentes. Ce qui veut dire qu'on a réussi à ajouter à l'authentification la gestion du chiffrement, tout ça presque gratuitement. Il y a un autre sujet qui est important, c'est de s'adapter au contexte industriel pour montrer ce développement. Il va falloir s'intéresser à comment sont testés les circuits. Donc là, on voit sur ce schéma qu'à gauche, on a des algorithmes de test, à droite, un circuit. Et donc, on va avoir un générateur qui va récupérer la topologie de ce circuit et les différents algorithmes et qui va générer hors ligne des vecteurs de test qui seront ensuite envoyés à des testeurs qui pourront les soumettre et qui vont soumettre des circuits à ces vecteurs. Le mot-clé qui était important dans ce que je viens de dire, c'est hors ligne. C'est-à-dire que les vecteurs sont générés à l'avance. Il y a donc une interaction difficile. L'interaction est difficile entre les testeurs et les circuits. Ce qui va nous poser un problème à nous, parce qu'on a un protocole d'authentification qui exige une réponse à un défi. Heureusement, pour ça, dans le laboratoire, il y a un outil, MAST, qui est développé, qui va permettre de générer ces vecteurs dynamiquement en interface avec le circuit, grâce à un modèle du système qui va mettre à jour en permanence. Et ça, en fait, pour les algorithmes de test, ça va revenir pour eux à être branchés directement sur leurs instruments, de façon transparente. Pour vérifier que cette solution marche, on a effectué un autre démonstrateur, cette fois-ci pas sur FPGA, mais en simulation, où il a fallu développer un plugin stack pour l'authentification. Et grâce à ça, on a pu tester de façon transparente un segment protégé grâce à son algorithme de test branché sur MAST. Pour donner une idée de la différence que ça fait au niveau de l'exécution, on a ici un petit scénario où on a 3 instruments à tester, dont l'instrument 1 et 2 sont protégés, mais pas le troisième. Si on utilise une solution sans MAST, on s'abrouille à faire l'authentification par PDL, on va avoir beaucoup de mal à faire une authentification en même temps qu'on fait un test. Donc, le test va s'étaler dans le temps. En revanche, avec MAST, on va avoir aucun problème à faire cette authentification en même temps que le test. On va avoir donc un test beaucoup plus court. Et enfin, le dernier exemple, c'est dans le cas où l'utilisateur ne possède pas, par exemple, les identifiants pour l'instrument 2. On va quand même réussir à faire le test sur les 2 autres instruments, cela perturbe la procédure. Donc, grâce à à l'utilisation de MAST, on va faciliter l'insertion de notre solution auprès des industriels. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait dit avant, la confidentialité. On était resté sur un schéma comme ceci, où on avait un chiffrement à l'entrée et à la sortie du circuit. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait une seule entreprise ou une seule entité qui fabrique tout le circuit. On va chercher des sous-traitants par-ci, par-là. Et il peut y avoir des éléments du circuit qui soient des espions ou des parties mal intentionnées, des chevaux de Troie. Et dans ce cas-là, même avec le chiffrement à l'extérieur, les données après l'authentification peuvent circuler en clair à l'intérieur du circuit. Donc, ce qu'il faudrait faire pour assurer la confidentialité des données partout, c'est de faire des chiffrements et des déchiffrements aux bornes de chacun des segments sécurisés du circuit. Et là, on se rend compte que si on fait ça pour chaque cible sécurisée et qu'on a un nombre important, ça va coûter rapidement très cher. Donc, ce qu'on a fait pour éviter ça, c'est qu'on a encore décidé de modifier le SIB pour le transformer en encryption SIB, et on a rajouté juste 2 portes XOR pour le chiffrement par flux, et dont l'origine des clés de chiffrement va venir d'un chiffreur par flux qui va transiter par la chaîne de scan sécurisée.
Donc, ça paraît être une solution simple, mais il y a un problème qu'on n'avait pas avant lorsque le chiffrement était à l'entrée et à la sortie du circuit, c'est que là, les chiffrements vont se faire au milieu du circuit. Donc, il va falloir être capable de gérer le décalage qu'il faut appliquer aux clés pour que l'utilisateur fasse les bons chiffrements sur les vecteurs qu'il envoie et les bons déchiffrements sur les vecteurs qu'il lit. Donc, le résultat des équations est affiché ici. Donc, les lettres, c'est N, ça représente la chaîne de scan sécurisée, sa longueur avant la porte XOR de chiffrement. M, c'est la longueur de la chaîne de scan standard avant la porte XOR de chiffrement. Et O, c'est la longueur de la chaîne de scan après. Donc, les équations sont très simples, comme ça. Mais il faut se rappeler que M et O, du coup, ne sont pas des constantes, puisque ça dépend de la configuration du circuit, de la longueur actuelle de la chaîne de scan. C'est-à-dire que l'utilisateur va devoir en permanence garder en mémoire, être capable de calculer la longueur de cette chaîne de scan. Heureusement, toujours avec masse, on est capable de connaître en permanence cette longueur de chaîne de scan. Du coup, on va avoir aucun problème en développant encore une fois notre plugin pour effectuer les bons décalages et appliquer les bons chiffrements sur notre circuit et ainsi protéger les données à l'extérieur de leur segment. Avant de lancer le développement sur masse, on a dû prouver que notre système fonctionnait. Et pour ça, on a créé un démonstrateur sur FPGA. Et cette fois-ci, pour récupérer en permanence la longueur de la chaîne de scan, on a développé un périphérique pour le microprocesseur embarqué qui va être capable de lire directement l'état de chaque cible à tout moment d'exécution. Ainsi, notre processeur embarqué va connaître la configuration en permanence de la chaîne de scan et pourra faire les bons chiffrements. Pour vérifier, pour regarder les coûts que cela implique, on a repris le même flux d'évaluation tout à l'heure. On a simplement ajouté une courbe pour les cibles. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on ne voit pas de différence entre le ECIB et le stack, ou alors une très légère. Et tout ça pour deux raisons. Une qu'on a vue tout à l'heure, c'est que l'ajout d'un chiffrage à notre solution d'authentification, elle est quasiment gratuite. Et ensuite, pour chaque cible sécurisée transformée en cible, il suffit d'ajouter deux portes XOR, ce qui ne coûte pas très cher. Pour conclure cette présentation, donc on a vu tout à l'heure au niveau du contrôle d'accès qu'on a été capable d'avoir un accès authentifié pour les utilisateurs, pouvoir leur donner différents accès en fonction de ce qu'on voulait, et d'avoir des clés reconfigurables. On a aussi été capable d'assurer la confidentialité des échanges, aussi bien à l'intérieur de la chaîne de scan qu'à l'extérieur, et tout ça en gardant des surcoûts et des temps de test qui sont contrôlés. On s'est aussi inquiété de la transmission de cette solution à l'industrie en proposant une solution de sécurité transparente à l'aide de notamment masse. Et enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'on a développé 4 démonstrateurs qui attestent du sérieux de cette solution. Cependant, il reste encore un peu de travail qu'on peut effectuer dessus. Au moment où j'ai fini mes travaux, on ne pouvait pas encore utiliser masse pour faire le chiffrement interne. Maintenant, c'est le cas. Au niveau de la gestion des clés, c'est un problème qui a été laissé ouvert. On sous-entend par là qu'on va laisser la gestion à une unité de gestion de clés qui sont présentes sur les circuits de base. Mais on peut très bien envisager une solution avec notre propre système, qui va avoir sa propre stratégie de sécurité et de mise à jour de clés. On a vu rapidement des numéros d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs qui sont insérés dans la configuration. On peut imaginer une stratégie de révocation d'utilisateurs en créant une liste noire qui permet de refuser des clés si on s'aperçoit qu'un utilisateur a laissé chuter ses clés volontairement ou involontairement ou a des comportements suspects dans des tests. Et enfin, on peut faire une étude sur la robustesse du circuit en le soumettant à des attaques pour vérifier plus profondément sa robustesse. Donc, avant de finir,
Je voudrais revenir sur les contributions scientifiques que j'ai faites. Donc, on a pour l'instant 3 conférences internationales à ETS, IOLS et IVSW. On a une conférence qui est prévue pour Newcastle à une session spéciale, donc qui porte sur le CID. Et enfin, en communication locale et nationale, on a la participation au GDR-SOC, du CNRS, et aussi une communication interne à l'université du laboratoire sur la sécurité. Et enfin, les démonstrateurs développés, certains ont servi en démonstration, notamment lors de l'évaluation du laboratoire. Et enfin, les démonstrateurs, c'est aussi un des requis pour la fin du projet ADES. Donc, je vous remercie pour votre attention.